ça. Il y a un mandat, il faut aller jusqu'au bout. C'est un coup d'état militaire. Mais le pire que de ce qui est en train de se passer, c'est que ce monsieur Sisi est 3 fois pire que celui qui l'a précédé. En l'espace de 32 minutes, les pouvoirs judiciaires et militaires de l'Égypte ont pu condamner 1012 opposants à mort. Et aujourd'hui, on vient de parler des droits humains. Nous, on ne peut pas se taire. Mais on ne peut pas se taire en Égypte, on ne doit pas se taire au Mali, on ne doit pas se taire au Congo, on ne doit pas se taire au Rwanda de ce qu'a été le rôle de la France. Il faut aussi que nous, on soit universalistes. Il y a une chose que j'aimerais dire aux Français de confession musulmane, vous n'êtes pas du côté des opprimés musulmans, vous êtes du côté des opprimés, quelle que soit leur appartenance. Et que les plus communautaristes dans ce pays, aujourd'hui, c'est pas la communauté musulmane, ce ne sont pas les Français communautaires, c'est des gens comme le CRIF, que quoi que fasse le gouvernement israélien, ils sont d'accord. Ils sont d'accord avec ce qu'ils font. Ça, c'est une réduction de l'appartenance à la tradition juive par le soutien aveugle à une politique qui dit le représenter. L'État d'Israël ne représente pas le judaïsme, il le trahit. Et nous, de ce point de vue-là, il faut qu'on dise, le communautarisme n'est pas chez nous. C'est pas en répétant sempiternellement le fait que nous sommes communautaristes que vous cacherez le vôtre, que vous cacherez ce qui est en train de se passer. Donc j'aimerais aussi que nous, on soit un peu plus courageux. Moi, ce que j'aimerais demander à ceux qui viennent là, qui applaudissent quand ils entendent quelque chose de bien, qu'on applaudisse moins, qu'on parle davantage et qu'on soit plus courageux au quotidien. Les autorités politiques, il faut les interpeller au niveau local. Les autorités politiques, il faut les interpeller pas simplement au présidentiel, dans les municipales. Il faut les interpeller sur la justice. Il faut les interpeller sur la dignité internationalement, en leur disant une chose. Si vous pensez que n'aura la paix en France avec les injustices que vous faites à travers le monde, vous vous trompez. Vous êtes en train de travailler contre la paix en France en ayant cette politique injuste à l'étranger. Les choses sont liées. Il n'y a pas... on parle de la France, on est gentil en France et on ne parle plus du reste. Parce que ceci, ce serait être mauvais citoyen et pas vraiment très humain dans notre façon de gérer ces choses. Merci Monsieur Ramadan. Dénoncer c'est bien, mais c'est pas suffisant, il faut agir, il faut mettre en œuvre des plans, des actions, comme vous l'avez dit, interpeller la Cour pénale internationale pour demander à ce qu'il y ait des jugements, à ce que toutes les injustices, quelles qu'elles soient, qu'elles touchent les musulmans ou non, soient dénoncées, soient condamnées. Monsieur Aubardin, vous vouliez réagir tout à l'heure suite au propos de Monsieur Ramadan sur la politique française. Je crois qu'elle sera très très mal jugée par l'histoire parce qu'on se demande vraiment ce que la France a à dire vis-à-vis de conflits qui sont très très loin de nos frontières et surtout, pas seulement à dire mais à agir. Moi j'observe depuis plus de 10 ans la sagesse extrême des gens qui sont impliqués sur le terrain. Et là tu as critiqué, mais c'est tout à fait... Bon, c'est ton droit le plus strict, mais la politique égyptienne sous Morsi, et je me souviens aussi que j'étais à l'époque beaucoup plus volontariste, je me disais, bon, il faut qu'il y ait plus, il faut qu'on ouvre, il faut que ça avance, il faut que la frontière tombe, etc. Et c'était justement mon ami Mahmoud Zahar, en 2012, qui disait le conflit syrien devrait être réglé, ou en tout cas une initiative devrait être prise localement par les pays qui sont concernés, par leur proximité, leurs frontières. C'est-à-dire que l'Égypte de Morsi et l'Iran eh bien, devraient prendre une grande initiative et dire écoutez, essayons de régler les choses au plus près. Ce n'est pas à la France de dicter qui va bombarder qui en Syrie, bien évidemment. Alors, il y a aussi les conséquences au niveau national. C'est-à-dire que cette espèce de folie qui nous fait poursuivre notre politique coloniale outre-mer, eh bien, on adapte aussi, on crée de véritables lois d'exception. Ces lois sur le terrorisme n'a aucune définition juridique. Les juges ne sont incapables de nous dire ce que c'est que le terrorisme. Alors quand on parle d'apologie de terrorisme, là on entre véritablement dans le non-droit. Le Hamas c'est toujours une organisation terroriste. Finalement, quand je parle de mon ami Mahmoud Zahar, est-ce que je ne suis pas finalement complice d'une organisation terroriste? Est-ce que finalement je ne devais pas aller en prison avec d'autres? On est dans une situation où on distord le droit, y compris le droit national. Donc c'est ça qu'il faut, je crois, dénoncer. Merci, Monsieur Aubardin. Alors, aujourd'hui, on doit se taire sur la Palestine
Et on doit légitimer toutes les interventions qui sont faites en Irak, le coup d'État qui a été fait en Égypte, etc. Monsieur de Villepin l'a dit, le réseau de Daesh, il a notamment été créé par les États-Unis, l'Occident, on va dire, la France. Par rapport à ça, parce que ça, c'est des questions qui sont délicates, mais qui exigent que nous prenions des positions. Sur la question internationale, sur la question de ces groupes, quelque chose que Christophe vient de dire et qui est fondamental, c'est qu'à un moment donné, l'appartenance des Français à la France demande effectivement d'avoir une politique, une parole politique en France par rapport à la politique du gouvernement. Mais quand on est un être humain, on est un citoyen d'un pays, on est aussi un être humain et on regarde l'humanité, on regarde aussi les sociétés majoritairement musulmanes. Et je dis souvent ceci aux citoyens occidentaux de confession musulmane, nous devons aussi établir la critique très ferme des islam. Est-ce qu'on doit dire aussi à tous, et en particulier en Occident, autant nous sommes dans la condamnation absolue de ce qui est fait au nom de l'islam, autant on aimerait qu'en Occident, on cesse de laisser entendre que les victimes blanches occidentales de ceux qui trahissent l'islam ont plus de valeur que les victimes musulmanes, arabes, africaines de ces mêmes terroristes, entre guillemets, au sens où on n'a pas défini le terme, mais de ces meurtriers. Il faut qu'on arrête de catégoriser les victimes. Mais nous, il faut qu'on prenne une position de principe qui est de dire nous sommes contre. Il y a une deuxième chose à faire. Elle est importante, c'est une position politique. Et cette position politique, elle est aussi de remonter aux causes, c'est-à-dire de se dire qu'il y a une histoire. Les gens ne viennent pas de n'importe où. Les gens, ils ont une histoire. Et en même temps, aussi de regarder les déplacements de ces terroristes. Et là, on doit aussi se dire, attendez, comment ça s'est passé en Afghanistan? Comment ça s'est passé au Yémen? Comment ça s'est passé? Dans le soutien des dictatures, il y a le fait aussi parfois d'alimenter la violence qui lui répond. Et puis ensuite, il y a effectivement de se dire qui a utilisé qui. Parce qu'on est venu nous diaboliser Ben Laden à un moment donné de l'histoire. Pendant des années, on l'a utilisé en Afghanistan. Il a été l'allié objectif de la politique américaine. Saddam Hussein, qu'on a diabolisé par la suite, il était assis à côté de qui dans les cercles? À côté de qui? À côté des plus hautes instances américaines, parce qu'il était l'allié objectif contre l'Iran. À un moment donné, il ne faut pas que la question politique, elle demande de la mémoire. Et les politiques d'aujourd'hui, ils aimeraient qu'on ait moins de mémoire et juste des condamnations. Non, il faut des condamnations des faits, le rappel des causes et la responsabilisation par rapport aux causes, dans tous les domaines. Regardez ce qui est en train de se passer en Libye. Moi, qu'on vient me dire, quand je suis avec Henri Guénaud sur un plateau de télévision, et qui me dit, nous sommes intervenus pour des raisons humanitaires en Libye, il dit, non mais attendez, vous vous moquez de qui et de quoi et de où? Avec qui? Mais attention, c'est pas une simple condamnation de l'Occident, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une condamnation des États arabes, c'est aussi une condamnation des dictatures, c'est aussi une condamnation des lâchetés arabes, parce que les gouvernements arabes sont des gouvernements lâches, qu'ils ne font pas ce qui est demandé par leur peuple, parce que la majorité des peuples, d'ailleurs, la majorité des peuples sont fondamentalement pro-palestiniens. La majorité des États trahissent les intérêts palestiniens. Chaque jour de leur travail, et le premier c'est l'Égypte. Si on voulait une politique pro-sioniste aujourd'hui, on ne ferait pas mieux que ce que fait Sisi aujourd'hui. C'est un allié objectif. Notez que c'est la même chose pour les États du Golfe. Dans leur silence et leur stratégie, ils font la même chose. C'est la deuxième chose. Et le dernier point sur lequel j'aimerais mettre en évidence notre engagement, c'est qu'à partir d'un certain moment, tout ceci, il faut l'avoir en tête. Mais où est-ce que vont se jouer les choses pour les Français? Ici. Ici, c'est-à-dire dans une présence citoyenne, dans une information, dans une interaction avec les concitoyens français. En 20 ans, la question palestinienne, 25 ans, la question palestinienne a changé. On était beaucoup plus pro-israélien vis-à-vis de ce qu'on pensait, de ce qu'on est maintenant. Les choses évoluent, et ça vient de quoi? Ça vient d'une meilleure connaissance, mais ça vient aussi du changement des populations, de mémoires qui sont différentes. Nous devons faire ce travail. C'est pas un travail pour coloniser les consciences, c'est un travail pour réveiller les principes. Nous devons être des
vous savez, comme ces éclaireurs-là, comme ces gens qui mettent en évidence ce que font les politiques de surveillance aux États-Unis, comme Snowden et autres, eh bien, nous devons faire ça. C'est-à-dire, nous devons être, sur le plan local, des personnes qui réveillent les consciences. Et là, moi, je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste, parce que, sur le long terme, nous gagnons la partie. Et je vais vous dire une chose, ceux qui sont les plus promoteurs sur le plan des recherches, on a des recherches qui viennent d'Autriche, des recherches qui viennent des États-Unis. Ceux qui sont en train d'alimenter le fait que l'islam est un problème et l'islamophobie sont souvent des milieux qui sont très liés au milieu pro-sionisme. Parce qu'ils comprennent une chose, si ces gens-là deviennent des citoyens, s'ils réussissent et continuent à parler des principes et non pas de leur appartenance, ils seront dangereux sur le type de relation que l'Occident aura avec, d'une certaine façon, Israël, mais aussi des autres dictatures. Donc il faut que nous continuions. La démocratie, c'est bon ici, ça doit être bon là-bas. La dignité humaine, c'est à respecter ici, c'est à respecter là-bas. Soyons des universalistes ici sur le plan local pour pouvoir changer la politique étrangère de la France. Merci, M. Ramadon. Il nous reste quelques minutes avant de conclure sur ce thème. Alors, j'aimerais réagir encore une fois sur des causes. Quand la Palestine est touchée, quand la Libye est touchée, quand la Syrie est touchée, on voit les musulmans en France et du monde entier qui se mobilisent dans les rues, qui sortent et qui crient, qui disent c'est pas normal ce que subissent nos frères musulmans, etc. On voit qu'on réagit, nous, musulmans de France, sous l'émotivité, sous l'émotion, quand il se passe quelque chose. Et on se dit, on est prêt à faire l'impossible pour aider nos frères au bout du monde. Alors, pendant quelques jours, on va marcher dans les rues. Et quelques semaines après, ce sera aux oubliettes, ce qu'on a fait dénoncer, être solidaire avec nos peuples, avec les peuples opprimés. Alors j'aimerais savoir, vous, Monsieur Oberlin, qui est un homme de terre d'Europe, et j'aurais envie de dire du monde entier, quels conseils vous pouvez donner justement à ces musulmans qui ont envie d'être solidaires envers leurs frères qui souffrent dans le monde, justement pour ne pas perdre cette motivation et justement les conseils que vous pouvez leur donner justement pour ne pas perdre l'espoir et continuer à œuvrer? Moi, je n'ai pas de conseils à donner, j'observe simplement et en observant, ça me rend optimiste aussi, malgré tout ce qu'on peut voir. Je crois que j'ai réglé le problème de mon pessimisme en ne regardant plus la télévision et en n'écoutant plus la radio. Je me sens beaucoup mieux et à partir de là, eh bien, on voit beaucoup de signes positifs. On a parlé de cette politique étrangère de la France qui, au fond, est la créatrice de tous ces mouvements qui aboutissent à des crimes horribles. Mais il faut aussi que l'on s'interroge sur ce que nous faisons ici. Vous voyez, moi j'ai été particulièrement frappé après le drame de ce journal. Je ne parle pas du journal d'ailleurs, parce que j'avais beaucoup de réticence vis-à-vis du journal, et d'ailleurs j'avais lutté dans le passé contre les dérives de ce journal qui était vraiment, qui avait atteint des niveaux très bas. Mais ce qui m'a frappé, eh bien, c'est que les deux principaux criminels, il faut les appeler ainsi, eh bien, c'était des Français de France qui sont nés à côté de chez moi, à quelques centaines de mètres, qui sont allés dans les écoles qu'auraient pu fréquenter les écoles de mes enfants. Et finalement, on a bien peu parlé du parcours épouvantable de ces jeunes qui ont été vraiment déstabilisés par la vie et que ça s'est passé chez moi, vous voyez, dans mon arrondissement tout près. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons été incapables eh bien, de venir en aide à ces jeunes. Il n'y avait pas de père, la mère n'en parlons pas, etc. Et donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut que notre système eh bien, évolue dans le sens de la facilitation à tous les citoyens de notre pays. Il faut que chacun puisse accéder au droit, à la justice, au développement. Et donc c'est ce travail de fond qui est nécessaire. Alors moi je suis optimiste et je peux citer simplement que je suis contre les statistiques ethniques, bien entendu, j'ai des tas de raisons pour ça, mais j'observe simplement par exemple eh bien, la population de mes étudiants en médecine. Vous savez qu'il y a énormément d'étudiants en médecine, chez moi ils sont 2500.
Et je regarde simplement, eh bien, depuis une vingtaine d'années, les noms des étudiants qui vont passer le concours. Ils sont 2500. Et puis, il y a 20 ans, quand je regardais les noms des étudiants qui étaient reçus à la fin de la première année, c'était un petit peu décevant. Et puis maintenant, je m'aperçois eh bien, que les étudiants reçus eh bien, reflètent exactement la sociologie de la population qui est celle de ma fac, c'est-à-dire celle du nord de Paris, du nord de la région parisienne, du nord-est de la banlieue parisienne. Et pour vous donner une anecdote qui remonte simplement à la semaine dernière, dans mon microscopique certificat de médecine humanitaire, bien entendu il y a un biais, c'est un certificat optionnel, chacun s'inscrit sur la base de la volonté. Eh bien j'ai posé la question aux étudiants, on avait un cours, très bien fait d'ailleurs, pas par moi, sur l'humanitaire et la culture. J'ai posé la question aux étudiants, quels sont ceux qui sont français dans la salle? Alors j'ai vu toutes les mains se lever sauf une. Puis j'ai posé la question, quels sont ceux dont les parents sont français? Et là j'ai vu une seule main se lever. Autrement dit, on voit, si vous voulez, qu'il y a un mouvement extrêmement puissant d'une population dont les parents ou les grands-parents n'étaient pas français et qui maintenant, eh bien, à partir du moment où on est dans la filière anonyme et gratuite, eh bien, il y a un espoir, et c'est ça, c'est un véritable mouvement de fond qui est en train de se passer, qui est moins optimiste. Merci. Monsieur Ramadan, en quelques secondes. J'ai vu qu'il n'y avait plus le temps, mais simplement parce que vous demandez des conseils, et je pense qu'il faut qu'on dise un certain nombre de choses. Déjà, il faut commencer à développer un état d'esprit qui est exactement en droite ligne de ce que vient de dire Christophe, à savoir que tout le discours politique qui nous dit que l'intégration en France est en panne, que ça ne marche pas, c'est un discours d'imposture. C'est pas vrai. Ça marche. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les deuxième, troisième et quatrième générations sont en train de sortir du ghetto urbain, du ghetto géographique et du ghetto intellectuel. Dans les lieux de médecine, dans le journalisme, dans toutes les professions, on est en train de sortir. Et cette visibilité-là, elle est en train d'essayer d'être traduite en disant « Ah, c'est une nouvelle communauté communautariste ». Non, c'est une nouvelle présence dans les lieux où se discute, c'est-à-dire le mainstream, c'est-à-dire dans tous les corps de profession. Donc ça, déjà, il faut déjà le porter. Pourquoi? Parce qu'il faut le porter avec optimisme, mais il faut le porter non même pas avec optimisme, avec une réalité, c'est un fait objectif devant nous. C'est pas quelque chose qu'on rêve, c'est quelque chose que l'on vit. Et à partir de là, se poser la question, et c'est ça qui m'intéresse, quelle est notre valeur ajoutée politique? Notre valeur ajoutée politique, elle est de deux ordres. Le premier, c'est qu'il ne faut pas distinguer la présence citoyenne et politique nationale avec la présence et le discours citoyen de la politique internationale de la France. Il faut lier les deux en disant on est des citoyens et il faut faire le travail local, il faut être engagé politiquement dans les dynamiques sociales, dans les dynamiques politiques locales. En France, c'est ce que moi j'appelle cette dynamique du mouvement national d'initiative locale. Il faut que ce soit politique. Et la valeur ajoutée, elle est celle-ci. C'est-à-dire qu'on rappelle à nos politiques, au niveau local comme au niveau national, que nous sommes du côté des principes qui sont défendus par la République et que nous partageons, que nous ne faisons pas de différence. Et à partir d'un certain moment, non, il ne faut pas attendre août 2014 pour être pro-palestinien pendant 2 mois. Il faut avoir une vue politique à long terme, c'est-à-dire être du côté des opprimés. Ça veut dire 2 choses. La première des choses, c'est s'engager sur le temps long. Le temps long, c'est-à-dire que les victimes, vous savez, c'est comme quand vous vous occupez de quelqu'un qui est drogué. Quand quelqu'un est drogué, vous ne l'aidez pas à un moment donné à s'en sortir, puis vous le lâchez. Il a besoin de votre accompagnement. Ne faites pas de l'accompagnement du drogué dans les motifs. Les motifs, c'est le sentimentalisme instantané et qui passe. Donc il faut, de ce point de vue-là, avoir une vue longue. Et donc cette vue longue, c'est-à-dire continuer à parler de ces sujets quand le monde se tait. À l'heure où on vous parle, on n'en parle pas aux 20 heures de la Palestine, mais la colonisation continue, les exactions continuent, les tortures et les mauvais traitements continuent, les tortures de basse intensité continuent. Et c'est vrai dans tout le monde. Donc il faut, de ce point de vue-là, continuer à s'informer et à parler sur le temps long.
Et la deuxième des choses qu'il faut faire, c'est lier les domaines, c'est-à-dire parler non pas simplement de la politique étrangère de la France dans les sociétés majoritairement musulmanes. Je suis désolé, il faut parler de la politique française autant en Amérique du Sud qu'en Afrique, qu'en Asie, et il faut avoir une véritable vision générale et ne pas se taire. Exiger aussi, nous, que les politiques étrangères changent. Le temps long et la vision générale. En fait, il faudrait que les Français de confession musulmane parlent moins de l'islam de leur appartenance que des principes de leur fondement. Et les principes de leur fondement, c'est là où vont retrouver l'humanité. C'est là où vont retrouver des gens qui ne sont pas musulmans. Je vais même vous dire une chose, pour terminer sur une note réelle. Beaucoup de vos concitoyens français qui ne sont pas de confession musulmane, certains sont athées, agnostiques, juifs, chrétiens, hindous et bouddhistes, eh bien, ils sont heureux de voir des gens français qui osent dire leur appartenance et défendre des principes. Ne confondez pas le discours politique des salons et des médias avec les réalités profondes de la France. Un jour, cette France-là, elle reconnaîtra les siens. Bien sûr, et nous en avons la preuve avec M. Oberlin, qui témoigne de sa présence aujourd'hui. La France est musulmane et sa politique étrangère abordée par Dr Oberlin et le Dr Hamon. Merci de votre présence et encore une fois, soyez les bienvenus. Sans transition, la suite du propos. Encore merci pour cette intervention de qualité. Je vous annonce la suite du programme en vous demandant s'il vous plaît de rester puisque plein de belles choses sont encore avancées. Nous rassure,